Léonard est un très bon ami. On aime parler de tout et de rien ensemble. Les derniers temps, on a fait de longs Skype pour prendre des nouvelles de l'un et de l'autre. Il m'a raconté surtout son état actuel. Léonard était diagnostiqué bipolaire l'année passée. Il exprime et image sa maladie avec beaucoup de précision. Ça m'a donc donné envie d'en faire une vidéo. Je lui ai parlé de mon projet, il a tout de suite accepté. Il a donc emprunté le micro de son colocataire rappeur et nous avons pu commencer l'interview. Pour le projet initial, nous devions avoir que ses réponses. C'est pourquoi nous n'avons pas enregistré mon micro. Lorsque j'ai sorti la vidéo sur YouTube, j'ai eu beaucoup d'avis positifs par rapport à ce que j'imaginais. J'étais donc très content. On m'a dit cependant que ça aurait été chouette si la discussion pouvait être un peu plus longue et plus complète, comme une sorte de podcast. J'ai trouvé l'idée vraiment super. Donc voici le podcast. Il n'y a pas mes questions, on zigzague parfois pour comprendre ses réponses. Le podcast est brut. Mais je trouvais quand même important de partager le point de vue de Léonard. Je vous souhaite une bonne écoute. Le podcast commence maintenant. Hmm. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est dur, hein, je vais mettre un peu de temps à... Parce que si tu veux, vraiment les deux sont liés. Quand t'es en état maniaque, t'arrives pas à dormir. Et, euh, et voilà. Et, et moi, du coup, c'est par exemple comme ça vraiment que ça s'est déclaré un petit peu. J'arrivais plus à dormir, tu vois. C'est vraiment marrant parce que ça marche pas. C'est-à-dire que je me rappelle, j'étais avec Bip. on était couché dans un lit. Puis c'était l'heure d'aller se coucher, tu vois. Il était minuit, 1h du matin. Le lendemain, on avait des trucs. Puis bah, petit à petit, elle s'endormait, je lui disais bonne nuit. Puis moi, j'étais là, puis j'attendais à côté d'elle. Genre, et dans ma tête, c'était comme si, genre, c'est l'après-midi. Je disais souvent ça. Genre, il est 14h, on dit couche-toi dans ton lit et dors. Tu te couches, mais ça vient pas, quoi. Et du coup, bah, ça marchait pas. Et après, le lendemain, pareil. Enfin, c'est vraiment un truc où tu dors plus, quoi. Et, euh, et en fait, là, c'est un peu compliqué parce que moi, j'ai depuis toujours, enfin, depuis que je suis ado et que j'essaie de faire quand je sors et que je fais des nuits blanches ou quoi, j'avais un peu le super pouvoir d'avoir besoin de très peu dormir pour pouvoir le lendemain être en forme. Et ça faisait que quand je dormais peu, et ben je me disais, j'avais pas ce truc de genre putain fais chier, je vais être fatigué demain. Depuis longtemps, tu vois, avant même que la maladie elle se déclare. Donc j'avais ce truc où j'avais pas besoin de dormir trop. Et du coup, à chaque fois que je faisais des insomnies, je les prenais un peu comme une bénédiction. Un truc de trop cool, je vais avoir du temps pour bosser sur des projets. Je vais avoir le temps pour bouquiner, je vais avoir le temps de faire des trucs. De toute façon, demain, je suis pas fatigué, c'est pas grave. Et du coup, bah j'avais un peu ce rapport-là avec l'insomnie, où je l'ai jamais pris comme un problème. Et c'était toujours une espèce de petite bénédiction quand je dormais pas. Et du coup, bah là, quand il y a les grosses insomnies qui sont arrivées, et ben, je me suis pas inquiété plus que ça. C'était clairement beaucoup plus gros que ce qui m'était jamais arrivé, tu vois. Et c'était aussi, j'avais pas mal fumé cet été-là. Quand je dis fumé, je parle d'énormes bédos, tu vois. J'avais assisté pour qu'on m'en offre. Et du coup, Bip. je m'avais offert de la weed. Et bah, tu vois, je suis super sensible à ça. Du coup, je mettais genre un bout de poudre dans une clope. Et puis je fumais ça et j'étais éclaté. Et ça m'a permis, je pense que Bip. donner 1 ou 2 grammes. Et ça m'a permis de fumer plusieurs joints par jour pendant 2 mois. Donc bon, c'était des tout petits trucs, tu vois. Mais moi perso, je fume depuis un petit moment et j'ai toujours assimilé le fait d'être foncé avec l'art, avec le fait de faire de l'écriture ou des conneries. Et, et du coup, bah, à cause de ça, ou alors je fumais avec des gens et à ce moment-là, bah, on passait du temps ensemble. Et quand ça se faisait le soir, bah, ça faisait que ça générait des nuits blanches. Mais c'était pas, j'avais pas l'impression que c'était à cause du produit. Je pensais que c'était parce que simplement le fait de fumer, ça me mettait dans des états où j'avais envie de faire des trucs, j'avais envie d'être actif. Tu vois, ça m'a jamais endormi de fumer, ça m'excitait toujours. Et du coup, bah, ça me poussait à faire justement des nuits blanches, des trucs comme ça. Et, euh, et du coup, bah, vu que cet été, bah, je fumais, ces 2 énormes grammes, et ben, ça fait que quand je fumais le soir, bah, je dormais pas. Et puis pour moi, c'était ultra logique, parce que ça venait de... Ça avait toujours fonctionné comme ça, quoi. Je fume, je dors pas, c'est normal. Et en fait, le premier gros flip que j'ai eu, je pense que ça c'était vraiment l'épisode 1 quand j'ai découvert que j'avais une maladie.
c'était que j'ai arrêté de fumer parce que c'était la rentrée. Puis depuis le début, c'était clair, je fume pour les vacances, après j'arrête. Et c'était le premier week-end, j'avais plus fumé. Et je me couche à côté de ma copine. Et comme, comme quand j'ai fumé, j'arrive pas à dormir. Et ça m'a vraiment foutu une claque. Genre, comme si, imagine, tu prends un produit qui te donne des effets, t'arrêtes de prendre le produit et les effets ils viennent quand même. C'était ultra flippant. Et du coup, ça m'a bien fait bader. Et j'arrivais plus à dormir. Mon explication à moi, c'était, mais si je dors pas et que je continue à fonctionner, mon cerveau, à un moment donné, il est obligé de commencer à faire des conneries parce qu'il se repose pas. Du coup, forcément, il pète un câble. Et les moments où je faisais vraiment des conneries, les moments où on était ensemble et puis j'avais plus aucune limite sur genre ça c'est de l'art et ça c'est. Et ça c'est c'est de la folie quoi. Et ben en fait, quand je me demandais putain, mais comment j'ai pu faire ça, je me disais, mais gros, t'as pas dormi depuis plusieurs jours, c'est normal que tu pètes un câble. Enfin, pas que tu pètes un câble, mais c'est normal que je le voyais vraiment comme ça. Je disais, le cerveau, au bout d'un moment, il fait des liens qui sont plus excellents, quoi. Il se dit, ça c'est une bonne idée, ça c'est une mauvaise idée. Il s'est pas reposé, donc voilà. Et ça m'a permis, en fait, quand les gens me demandaient comment tu vas ces temps, je me rendais compte que c'était pas top. Et je disais, bah écoute, en fait, voilà, bah, je fais de l'insomnie. Et donc mon cerveau il tient plus le coup et voilà ce qui explique que je fais un peu de la merde. Donc j'avais l'impression que l'insomnie pouvait expliquer tous les symptômes. Je pense que c'est en fait quelqu'un qui est insomniaque le reste du temps, et ben je pense pas que ça va lui donner une énergie monstrueuse déjà. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'étais super en forme physiquement et tout. Et, et tu sais, on sait pas vraiment comment ça fonctionne hormonalement et tout, la manie. Genre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour qu'on soit comme ça. Mais quelqu'un qui dort pas, je pense pas qu'il va se mettre à avoir beaucoup plus d'idées que d'habitude. Il va pas se mettre à. Et en fait, c'est là qu'il y a eu un méga twist quand j'étais à l'hôpital psychiatrique. Ils m'ont dit. Je demandais justement qu'est-ce qu'il en était. J'avais peur en fait de me remettre de sortir de là. Et je disais en fait, il va falloir que je me couche tôt tous les soirs. Parce que si je recommence à faire des insomnies, et ben ça va de nouveau me rendre maniaque. Et le gars il m'a dit ferme ta gueule. C'est pas du tout comme ça que ça marche. En fait, c'est l'inverse. T'es en manie, donc tu fais de l'insomnie. Et c'est pas parce que tu fais de l'insomnie que t'es en manie. Enfin, c'est pas l'insomnie qui génère la manie. C'est la manie qui va générer de l'insomnie. Et ça a été. Pour moi, c'est un truc qui aujourd'hui encore est très rassurant. Parce que ça me permet, tu vois, moi j'aime beaucoup me coucher très tard. Que ce soit avec d'autres gens ou tout seul. J'aime vraiment ce moment où. Je sais pas, j'ai l'impression c'est un moment très, très particulier. Vraiment la nuit. Et j'aime trop être tout seul. Et genre, entre 3 heures et 5 heures du matin, j'ai l'impression que le temps il n'existe plus. Parce que genre, je peux faire un truc pendant un quart d'heure ou 3 heures et ça change rien. Il y a plus rien. Enfin, je kiffe trop ce moment. Et en fait, bah, je réalise que, ok, j'ai le droit de faire ça. J'ai pas besoin de m'en priver. Donc ça me rassure. Et aussi parce qu'en fait, simplement, du coup, puisque les insomnies, c'est un symptôme de la manie, et ben en fait, ça me permet de repérer les phases maniaques qui arrivent. Et en fait, tout ça, c'est pour répondre à ta question de base où tu disais, genre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi quand tu te mets dans ces états. Moi, je dirais que le premier truc qui arrive, un des premiers trucs qui arrive, c'est l'insomnie. Et ouais. Mais pour répondre à ta question que tu posais tout à l'heure, sur comment je me sens quand ça vient, j'avais pas du tout. Trop bien, je te jure, j'avais pas prévu, mais je vais te lire un petit truc. Ah non, je suis pas du tout à la bonne page. Fuck. Alors, ouais, on arrive. Ok. En prémisse, il faut juste savoir que. Bah, toi, tu sais, mais que je suis sur un. À ce moment-là où j'écris, je suis en plein milieu d'un concours de punchline. Et la prochaine punchline qui va sortir, ça va être une punchline super violente. C'est celle de LOAS qui dit si je te souris, c'est pas que je t'aime bien, c'est que je suis en pleine montée. Et juste avant, il y a la punchline de. Je sais plus laquelle vient juste avant. Il me semble que c'est Spider Z. Et en fait, je m'étais dit, j'étais aussi en train de travailler sur mon projet 6ix9ine. Et en fait, dans le projet 6ix9ine, il y a tout un rapport à la violence qui est amené et tout. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être cool de sortir le projet 6ix9ine juste avant la punchline de LOAS qui est violente. Comme ça, les gens, ils comprendraient mieux, ils pourraient mieux apprécier la punchline de LOAS si on a mis un peu en scène pourquoi c'est intéressant d'avoir des gens qui crient, etc. Donc je m'étais dit, ah putain, ça serait cool que je sorte la vidéo 6ix9ine avant la prochaine punchline. Et je vais sortir une punchline par jour.
Et puis je voulais aussi faire dessiner une cover pour le truc. Et il fallait encore que je fasse ça. Pour sortir la vidéo, il fallait que je finisse la cover. Juste pour le contexte. Ok. Suis préoccupé par des pensées excitantes, fortes en émotions positives. Il y a une idée par exemple qui m'est venue, c'était que les universitaires sont pas des gens plus intelligents. C'est des gens qui ont juste plein de temps pour produire des pensées. Et la nuance, elle me semblait waouh. Et je pensais à ça dans mon lit et ça m'excitait de penser à ça. J'étais là. Oh. Est-ce que ça joue si je sors la promo pour ma vidéo YouTube à un autre moment qu'entre la punchline de Spider-Z et celle de LOAS? Je me rends compte, ou j'imagine, allez disons que je repère et pas que j'affabule, que mon insomnie vient du fait que je me sois mis au lit. Donc j'ai pas été me coucher parce que j'étais fatigué, mais parce que je voulais avoir eu une bonne nuit de sommeil quand je me leverai à 7h40 pour faire la vidéo promo de ma vidéo YouTube, si je veux la poster dans l'après-midi, juste un peu après la punchline de Spider-Z qui sortirait vers midi. Aussi à cause de cette notion de deadline, pourquoi j'arrive pas à dormir. Enfin, c'est peut-être ça qui accélère la machine dans ma tête, et le fait d'être face à un choix, ça me met KO. Est-ce que je pourrais pas retarder tout, rester avec une punchline par jour, et dans quelques jours seulement je sors la promo? Comme ça, je la fais tranquille, sur plusieurs jours s'il faut. Waouh, ça me soulage d'un coup. Et ça veut dire que je peux dormir demain matin. Donc, pas besoin de m'endormir maintenant, en fait. Ouais, ou bien si, et tu te réveilles demain matin, et si ça se trouve, tu finis le montage de la promo avant midi. Et là, game over, je suis coincé. Je sais pas si on arrive à suivre dans le texte, mais il y a vraiment 2 idées, 2 propositions qui changent complètement ce que je dois faire maintenant. Est-ce que maintenant je dois dormir ou pas? Si je retarde tout, c'est ok, j'ai pas besoin de dormir. Mais si je me dis que je peux tout faire demain, ce qui serait super, et ben maintenant il faut que je m'endorme. Et donc la décision, il faut que je la prenne, parce que ça dépend de si je dois m'endormir maintenant ou pas. Et puis j'ai des arguments pour les deux, et en fait, je suis dans un état où je pense de plus en plus vite, et les 2 arguments, ils viennent s'entrechoquer, et du coup, ça met un espèce de blocage où si je suis dans une position où je suis pas dans mon lit, je peux plus bouger, tellement genre mes pensées elles me dépassent et elles s'entrechoquent, et puis elles me foutent dans un espèce de truc où je suis complètement coincé dans ce que je dois faire, parce que ça concerne un agir. C'est pas juste un combat entre 2 pensées qui détermine une réponse philosophique. C'est un combat entre 2 pensées qui détermine ce que je dois faire maintenant. Et là, la suite où j'écris « Oh putain, je sens la folie qui monte comme une sensation physique. » Et du coup, j'étais dans mon lit, j'arrivais pas à dormir, je sentais ce truc qui montait. Et donc j'écris, va juste voir le numéro des urgences psychiatriques de Fribourg. Ça te rassurera. Et puis après j'écris, non, il faut finir d'écrire ça. Et puis c'était toujours des trucs de, il faudrait que je fasse ça ou ça. Et petit à petit, putain, je me rends compte que j'arrive absolument pas à dormir. Et peur pour mes proches, s'ils apprennent que retourner à l'hôpital, ça va les rendre tristes. Ça y est, j'ai envie de pleurer. Ok, déjà une décision qui est très très claire. Tu vas pas garder la punchline de... Tu vas pas garder la punchline de ton idée de finir publier demain la promo. Parce que ça a un mauvais impact sur ta santé. Bon, donc je prends cette décision-là qui me calme. Maintenant, tu as quoi comme ressource? J'ai peur d'appeler le 026 305 77 77. Et là, je regarde l'heure. Il est minuit et demi. Tu es zéro crédible. Genre, taper les gens, il est minuit, bonjour, j'arrive pas à dormir. Grosse merde, quoi. D'urgence psychiatrique, c'est-à-dire que du coup, je les ai appelés. Après, là, l'extrait est fini. Dans ma tête, quand je l'écrivais, parce que j'étais dedans, j'avais l'impression que c'était ultra. Tu vois, c'est par exemple, ça c'est intéressant parce que là, en le relisant, je suis là, genre, bon, c'est pas terrible. En l'écrivant. Ouais. Mais en l'écrivant, j'ai en plus la sensation de faire un truc qui est très très grand. J'étais en train de me dire, putain, je suis en train d'écrire ce que c'est que de se sentir comme ça, en même temps que je me sens comme ça. Donc c'est un témoignage super intéressant, c'est vraiment génial. Mais j'étais comme poussé par un truc de waouh, c'est génial ce que je fais. Tout en étant paniqué par les trucs qui se passent. Et puis effectivement, il y a
Grosso modo, il y a vraiment un truc eux, ils parlent ils demandent, quand t'es à l'hôpital, ils demandent est-ce que vous êtes accéléré. Ils appellent ça être accéléré. Ça veut dire que. C'est-à-dire que tu vas vite dans ta tête. Tu vas plus vite que d'habitude. Moi, j'ai de la chance parce que parce que je suis un garçon qui est obsédé par la structure. Et du coup, quand j'étais accéléré, comme ils disent, eh ben, j'allais pas dans tous les sens. Je prenais toutes mes directions, je disais tac, 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 mais je revenais au truc que je voulais dire en faisant des détours. En général, le symptôme, c'est plutôt quand t'as quelqu'un qui a ce que j'ai, dans ce genre de moment où tu vas commencer à parler de plein de trucs qui ont rien à voir et à sauter vraiment du... Ouais, je pense que, en tout cas, en général, disons, il y a vraiment ça. Ce truc comme une espèce de, ouais, un machin rapide qui fait tac, tac, tac et qui... Mais avec, moi j'ai l'impression, une petite dose d'hormones qui te dit, tu sais, je pense comme le truc que t'as quand tu prends de la coke, où t'es sûr de toi en fait. J'ai pas tout, ils m'ont raconté, genre ils vont entrer en boîte, ils sont sous coke, ils se font recaler par le videur, et genre ils sont là, mais ce videur, je l'éclate quand je veux quoi en fait, je suis trop fort. Ouais, bah c'est un peu ça, j'ai un peu ça quand je suis en train de bosser sur un projet ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que ce que je vais faire en fait c'est excellent. Des espèces d'idées de grandeur. Et ça, je pense que c'est juste une petite hormone qui vient, et genre, tu sais, l'hormone du plaisir ou l'hormone de la récompense, tout ça. Moi, je pense que chimiquement, il y a un petit déséquilibre et on t'en donne un peu trop de ce genre d'hormones. En plus de cette accélération. Ouais, j'aime bien le prendre comme ça. J'aime bien me dire que j'ai un super pouvoir. Ça, c'est un truc que j'ai déjà beaucoup dit, mais je le redis un coup. Euh, je pense que c'est hyper pratique pour l'art. Parce que dans tes phases maniaques, justement, tu vas vite, tu vas avoir beaucoup d'idées. Tu vas avoir l'impression qu'elles sont géniales, donc tu vas vraiment vouloir les faire. Et après, quand tu vas partir sur ta phase dépressive, et ben, tu vas revoir ce que tu as fait et tu vas être super critique vis-à-vis de ça. Et du coup, tu vas élaguer à mort. Et si tu passes plein de cycles sur la même œuvre, avec des phases où tu la trouves géniale et des phases où tu la trouves nulle à chier, et ben, je pense que ça peut te permettre de faire des trucs cool. Mm. Ouais, et même, je voudrais revenir sur le moment où je dis une sensation physique de folie qui monte. Et en fait, c'est un truc que je sens vraiment dans le haut du torse et dans les épaules. Et c'est comme un truc qui monte et qui me dépasse complètement. Je parle pour les moments maniaques. Et, et ça, c'est si je suis attentif et que je suis en train de le sentir venir. Après, si je suis pas attentif, c'est juste un grand, grand pouvoir. Et genre, je peux faire plein de choses. Et j'ai des anecdotes là-dessus, mais grosso modo, l'idée, c'est que j'ai l'impression que que tout ce que j'ai comme idée, eh ben, c'est des idées qui sont super et qu'il faut absolument que je mette en place. Il faut absolument que je les fasse tout de suite. Une espèce peut-être de sentiment d'urgence à tout faire. Mais très très positif. Très positif dans le sens agréable, quoi. Il faut que je les fasse, c'est super. Et le truc qui aussi, moi, m'empêchait beaucoup beaucoup de dormir, c'est c'est que je réfléchissais au lendemain, à tout ce que je pourrais faire. Et j'avais trop d'idées. Je disais, oh, je pourrais faire ça, ça serait génial. Et ça aussi, et ça aussi. Et du coup, je suis dans mon lit. Mais en fait, genre, je suis un des gars les plus excités, les plus heureux de la Terre. Parce que, genre, je suis en train de penser à des trucs trop stylés. Genre, ce moment où tu prépares un projet et puis que tu t'imagines comment il peut être. Je passais des nuits à imaginer des projets, tu vois. Et je pense que si j'avais pas été arrêté, et ben mon quotidien il aurait été différent. Parce que je pense qu'il y en a que j'aurais fait, tu vois. Parce que du coup, ça pouvait être des projets qui durent un an et c'est de. Enfin, tu pars dans des grands délires, quoi. Des grands délires. Et là où je trouve que c'est. Je sais pas, où c'est un peu ambigu, c'est que. C'est qu'on a une part de puissance qui nous permet de réellement faire des choses concrètement. Et du coup, bah, ça fait que c'est pas complètement des projets en l'air. Même si c'est des conneries, tu vois, grosso modo. Et ben n'empêche que. Pas seulement, tu vois. Et je pense que c'est là où il y a un truc de super pouvoir, c'est si tu arrives à, à quand même filtrer tes idées quand tu es dans ce genre d'état, pour quand même pouvoir essayer d'en prendre des idées qui viennent de là.
J'ai un exemple. Je sais pas, toi, je sais pas si t'as suivi le concours de punchline, mais à la fin, il y a tout ce délire avec la pipe. Et ben, et ben ça, c'était vraiment, vraiment un moment complètement hypomaniaque. Où j'étais dans ma chambre depuis un petit moment, je faisais plein de trucs. Donc je me suis dit, ah, je vais aller voir les idées qu'il y a eu. Et puis, d'un coup, il y a quelqu'un qui a proposé pipe. J'étais là, oh, pipe, putain, tac. Il faudrait que j'offre une pipe. Et après, genre, j'étais là, ah, excellent, excellent, note. Et je notais. Et après, j'étais là, ah ouais, puis je pourrais montrer en train d'aller la demander. Enfin, machin. Et je l'ai écrit comme ça. Et après, je suis revenu 4 jours plus tard dessus, tranquille. Et je me suis dit, ouais, ok, l'idée, elle passe. On la met en vrai. Non, parce que j'aime. Parce que je. Parce que je me rends compte que je pense que j'ai cette chance-là aussi d'avoir eu l'occasion de mener des projets à bien et de me rendre compte du temps et des efforts que ça prend. Et tu vois, là, la vidéo sur 6ix9ine, il y a 2-3 mois, je pensais que je la sortirais demain. Et, et maintenant, je me rends compte que je la sors peut-être dans un mois, tu vois. Et que ça prend du temps, bordel. Et du coup, je me rends compte que ces différents projets, ils sont trop... tu vois, genre un projet que j'avais, c'était de faire des... J'étais en train de vouloir dormir et je demande à Mago comment est-ce que tu fais toi quand t'arrives pas à dormir. Et puis il me dit bah en fait tu t'imagines des natures mortes. Puis j'étais là, ok c'est parti. Et j'arrivais pas à m'imaginer des natures mortes. Par contre je me suis dit putain nature morte, ça pourrait faire un projet un peu écolo. Où en fait ce que je fais c'est que je m'entraîne à faire du dessin réaliste, du dessin d'observation. Et pendant trop longtemps je vais et je dessine des natures mortes. Mais des natures mortes je les dessine réalistement, mais d'une façon qui sont un peu glauques. Genre la nature elle est morte tu vois et qu'il y a un truc comme ça et après je prends ces dessins et je fais cette technique où t'écris un texte et l'écriture ça fait les ombres de ton dessin tu sais et donc si tu regardes de loin tu vois il y a cette technique de dessin où en fait si tu regardes de très près tes ombres et ben c'est un texte écrit en gros les endroits plus fins c'est un texte en plus fin etc et en fait si tu regardes de loin tu vois il y a une nature morte pour le coup et de très près tu verrais des textes en fait qui seraient des textes militants écolos et en fait l'idée ça serait d'en faire je sais plus il y avait un nombre précis qui était symbolique et en fait de faire que en fait tous ces dessins ils fassent une espèce d'énorme fresque si tu les regardes de très loin et je me suis dit ok putain je pourrais faire ce projet et ça me prend 1 an et pendant 1 an je fais que ça tu vois et ah ouais, pour ce projet-là précisément, je réfléchissais économiquement, comment je pourrais me débrouiller pour avoir 1 an où j'ai pas besoin de bosser, où est-ce que j'habiterais, comment est-ce que je ferais, dans quel endroit j'irais faire l'expo. Et puis j'y ai cru, j'ai commencé un petit peu à l'organiser juste avant d'aller à l'hôpital. T'as pas cette, t'as pas ce truc qui te, exactement, t'as pas ce truc qui dit, eh, là c'est un peu une connerie. Par contre, quand t'es en phase dépressive, tu l'as x10. Bah, je pense qu'on peut même aller plus loin et dire que non seulement la ville elle t'aide pas quand t'es en état maniaque, mais elle t'aide surtout pas quand t'es en état dépressif, où elle est insupportable, où bah, c'est une agression en fait. Quand je suis pas bien et que je suis à table, les bruits des fourchettes sur la truc c'est insupportable. Genre tout est tout est comme la fourchette, c'est pas on la frotte sur l'assiette, c'est qu'on te la frotte dans le dos et que c'est une fourchette géante, tu vois. Genre, tout est grinçant d'une façon terrible, quoi. Enfin, ça me prend dans la gorge, quoi. Enfin, après, je pense que chacun le vit vraiment différemment, mais moi, personnellement, je le vis comme une énorme vulnérabilité quand je suis en dépression. Et du coup, il y a tout qui. C'est pas que en état paranoïaque ou intellectuellement j'ai l'impression que les choses vont m'attaquer, genre ah derrière cette porte il y a un méchant et tout. C'est un truc où genre la porte qui se ferme, ça me fait mal et il y a tout qui est une agression en fait. Et le seul truc qui serait bien c'est de se mettre dans un lit et d'être au chaud quoi. Et, et du coup bah les phases comme ça où je suis en ville ou quoi c'est dur. Autant que quand je suis en état maniaque, et ben les phases où je suis en ville, ben il y a tout qui me stimule, tu vois.
Je vais voir une pub, je vais avoir envie d'arrêter devant pour l'analyser à fond, je vais avoir envie de... Mais en fait, ce qui est un peu fourbe avec la manie, c'est le fait que ce soit agréable à vivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc dont tu as envie de te sortir. Et moi j'en ai peur et j'ai pas envie d'y être parce que j'ai vu les dégâts que ça faisait sur mon entourage. Mais en dehors de ça, j'ai trop envie d'y être, tu vois. Et on entend souvent des histoires de personnes qui sont bipolaires, puis ça, la bipolarité, c'est pour toujours. Et du coup, bah, là, les médicaments que je prends, je les prendrai toute ma vie. Et t'as des gens qui, justement, au bout d'un moment, ils veulent arrêter de prendre les médicaments parce qu'ils se rendent compte que ça les empêche d'aller dans l'état maniaque. Et du coup, ils arrêtent les médicaments et puis ils partent en sucette. Mais pour dire... Moi, je le prends comme une friandise, tu vois, quand ça m'arrive. Et là, je te le disais l'autre jour où j'étais en train d'avoir l'idée, justement, de la pipe et tout. C'était un moment où je me suis demandé... Je sentais que ça montait. Parce que je pourrais t'en parler, il y a aussi justement une espèce de sensation physique, un truc où tu te remarques être en train d'être dans cet état. Et je sentais que ça montait, et je me suis demandé, est-ce que c'est ok là, ce qui se passe? Il y a 3 critères en fait, pour, comment dire. En fait, avant un moment, j'ai mentionné le truc hypomaniaque. En fait, il y a une distinction qui se fait entre 2 types de bipolarité. La distinction, elle se fait dans les phases hautes. En fait, tu peux avoir des phases hautes hardcore et des phases hautes plutôt soft. Et quand c'est des phases hardcore, on les appelle des manies. Et sinon, on dit des hypomanies. Hypo, c'est du grec en dessous, qui veut dire un peu en dessous. Enfin, comme quoi, c'est une petite manie, quoi. C'est un petit peu en dessous. Et en gros, bah, le gars qui va être hypomaniaque, c'est un type, justement, il est là, il est à fond, il va être trop content, il va... Aussi, si tu parles trop vite et tu t'arrêtes pas de parler, c'est impossible de t'arrêter de parler. Et... mais ça, c'est encore de l'hypomanie. Et le moment où tu passes en état maniaque, et il y a des critères qui ont été inventés un peu pour faire la distinction. Je sais pas si c'est ultra scientifiquement correct ce que je dis, mais moi j'ai retenu ça. En gros, il y a 3 critères. Est-ce que tu es en train de mettre en danger, numéro 1, ta vie physique, ta santé, quoi? Est-ce que tu es en train de mettre en danger ta vie relationnelle et ta vie professionnelle? Et à partir du moment où ça met en danger ces trucs-là, on considère que c'est maniaque et pas juste hypomaniaque. Et très clairement, les trucs que moi je faisais, c'était des machins maniaques. Ça mettait complètement les 3 en danger. À part peut-être la vie, en fait. Bah, faudrait checker. Bref, pour dire que tu peux être dans des états maniaques qui sont encore assez ok. Et du coup, qui sont plutôt hypomaniaques. Et moi, je sentais justement, j'étais dans ma chambre, je sentais que le machin il montait. J'avais envie d'y être et je me suis demandé, ok, est-ce que là je fais du mal à ma santé? Non, il peut rien m'arriver. Est-ce que là il y a ma vie sociale que je mets en danger? Bah, je suis tout seul, non. Et ma vie professionnelle, pas du tout. Du coup, c'est ok, je peux me laisser aller un petit moment là-dedans. Et du coup, bah, j'ai profité de ça pendant quelques heures, tu vois. Et moi, j'aimerais à terme pouvoir me connaître suffisamment et connaître suffisamment ma maladie pour pouvoir faire ça le plus possible, dans le sens de pouvoir le plus possible me rendre compte, ouais là c'est ok, je peux y aller, bien non, là il faut pas que je me laisse aller là-dedans, et je redescends, et je connais mes moyens pour redescendre, que ce soit des médocs ou des techniques, et pour pouvoir en fait faire de cette maladie un espèce de... comme un truc que t'as dans ta poche, mais que t'as toujours dans ta poche, et tu peux pas ne pas l'avoir, mais genre tu peux faire en sorte que ce soit genre pas trop lourd, et même peut-être un peu sympa de l'avoir avec toi. Ça dépend des gens. En fait, t'as plein de possibilités. T'as des gens, ils sont bipolaires, mais ils sont genre très souvent en phase maniaque, hypomaniaque, et peu en phase dépressive. D'autres, c'est l'inverse. Moi, j'ai l'impression que je suis peu en dépression pour ce que je suis en état maniaque. Mais en fait, ça m'arrive aussi. J'ai un truc, il faudrait que je mette ça au clair avec mon psy, mais en fait, souvent, ça dure vraiment pas longtemps. Ça dure une journée, une soirée. En général, ça dure quelques heures. Des fois, ça dure même vraiment un petit moment. Et c'est juste tout d'un coup, ça me tombe dessus. Ouais, tout à fait. Bah, cette distinction-là entre est-ce que genre ce que j'ai, c'est de l'ordre de la maladie ou est-ce que c'est de l'ordre des émotions que tout le monde a, c'est une question qui est un peu insolvable
Parce que en vérité, moi je me pose la question, des fois je me dis en fait ça se trouve je suis pas du tout bipolaire, et c'est juste que ma tristesse j'en fais tout un plat, tu vois. Mais, euh, mais moi j'ai perso les critères qui me font trancher, c'est pas mal comment est-ce que j'appréhende l'avenir en ce moment. Parce que quand je suis en dépression, enfin ce que moi j'appelle dépression, c'est comme si il y avait rien qui allait pouvoir être jamais bien. C'est comme si j'avais une espèce de passoire devant mes pensées, et que dès qu'il y a un truc positif, un truc qui pourrait être beau, et ben je le filtre en fait. Il rentre pas. Je vois que l'autre partie. Et ça enfin, ça marche vraiment très 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 bien cette passoire. Genre, on me disait un peu genre ouais, mais si t'es comme ça pas bien, essaye de penser à des trucs cool. Et ben même dans les trucs cool, si je vais penser ok cet après-midi trop cool que j'ai passé avec Arnaud, euh, essaye de te rappeler de cet après-midi, et ben je vais être incapable de me focaliser sur cet après-midi, je vais que voir le moment où on s'est pris la tête à 14h03. Et je vais que pouvoir être capable de voir ça. Donc, il y a un truc où dans ma pensée, je suis bloqué vers du sale, et je vais que pouvoir voir du sale. Et vraiment, c'est une espèce d'incapacité, genre comme une incapacité physique, mais là, c'est une incapacité à penser à quelque chose de bien. Donc, il y a un truc intellectuel comme ça. Et après, il y a ce truc que je ressens plutôt physique, de vulnérabilité. Ce truc où t'es comme dans un espèce de. Comme si t'es un Bernard Larbite dans un coquillage enroulé, là, tu sais. Et puis t'es tout au fond, t'essayes de te cacher. Et puis il y a genre des enfants qui veulent se moquer de toi et qui arrivent avec des espèces de bâtons et qui essaient de venir creuser dans ton coquillage. Et ça racle dans ton coquillage. Et toi, t'essayes de te recroqueviller. Et puis ils continuent à racler et tu sens qu'ils vont y arriver et qu'ils vont venir te transpercer ta race. Et tu peux rien faire d'autre qu'attendre que ça arrive, quoi. C'est complètement inexorable et tu peux pas te protéger plus que ça, et tu te rends compte que c'est pas suffisant. Et du coup, bah, t'es complètement à la merci du mal, physiquement, quoi. Et, et puis, bah, tu combines les deux, quoi. La sensation physique et le truc mental. Et puis, bah, en fait, c'est là qu'il y a le gros problème de la bipolarité, c'est que la solution, c'est le suicide. En fait, si tu te suicides, ça s'arrête. Bah, franchement, c'est vraiment le truc qui me caresse beaucoup dans ces moments. Mais il y a, quand je me suis vraiment fait diagnostiquer le truc, j'étais dans une phase. Il y a aussi plusieurs grades dans la dépression, si tu veux. Puis le gars, il m'avait dit bah là, c'est la dépression sévère, comme ils appellent ça. Et puis, peut-être, je sais pas. En tout cas, je sais pas si c'est le max. En tout cas, mais c'était aussi corrélé avec. C'était toute la période où je venais de me séparer avec mon ex, et du coup, j'étais pas au top. Et, et en fait, j'avais toutes ces idées de suicide, et j'en parlais du coup au gars, et je lui expliquais que j'étais quand même. Vu que j'ai connu quelqu'un qui s'est suicidé et que ça m'a vraiment fait chier qu'elle fasse ça, et ben. Enfin, je suis conscient du bordel que ça génère, tu vois. Pour la culpabilité de tout 100% des gens que t'as côtoyés, enfin, genre horrible. Et du coup, que c'est un espèce enfin, j'ai pas envie de me suicider, tu vois. Je sens que c'est un truc qui vient. Et lui, il m'a dit, en fait, genre. Mais là, je dévie. En fait, ce que lui, il m'a dit à ce moment-là qui m'a vraiment fait du bien, il m'a dit, genre, franchement, attends encore un petit peu, tu verras, ça passe. Genre, les pensées que t'as maintenant, c'est pas des vraies pensées, c'est juste à cause de l'état dans lequel t'es. Et, et en fait, l'idée que j'ai pendant ces moments de dépression, c'est genre, là, le but, c'est juste de survivre jusqu'à demain, tu vois. Juste de réussir à passer la journée. Et au bout d'un moment, ça passe. Et t'as plus ça, et c'est bon. Et si t'arrives à pas te suicider pendant les prochaines X heures, t'as gagné, quoi. T'as peur de toi, c'est pas vraiment toi, en fait. Tu sens. Ça, c'est badant vraiment par rapport au suicide. C'est que tu sens. Tu vois, il y a des moments où, tu vois, par exemple, là, je suis bien. Du coup, je pense au suicide et je suis là, mais quelle énorme connerie. Et
Et tu sens que t'as des moments où t'es mal, et le suicide, il t'apparaît comme quelque chose de très enviable. Et en fait, c'est pas intellectuellement que tu trouves que c'est une bonne idée, c'est plutôt que genre, c'est le goût qui te plaît. Et après, il y a plein d'autres trucs qui te poussent à avoir envie de te suicider, tu vois. Genre, moi, un truc qui me pousse beaucoup à avoir envie de me suicider, c'est d'imaginer tous les gens qui seraient tristes pour moi. Et j'imagine du coup la façon dont ils penseraient à moi et l'intimité que ça générerait entre moi et eux, quelque part. Tous ces gens qui penseraient tellement fort à moi, en se disant putain, il s'est suicidé, il est mort. Et ils penseraient tellement fort à moi, ça me réchauffe en fait, tu vois, d'une façon un peu macabre, mais ça me rassure énormément en fait. En fait, ça me permet d'être en lien avec les gens, de m'imaginer leur réaction face à mon suicide. C'est le fait d'imaginer. Tu vois, imagine toi-même là. T'es à ton enterrement. T'es mort. Et tu vois tout le monde qui est là et qui est genre la tête baissée en train de se rappeler de ses meilleurs souvenirs avec toi. Et il y en a un qui vient et qui lit un texte trop émouvant sur genre Arnaud, c'était quelqu'un de comme ça, il faisait tout ça et tout. Et tout le monde qui hoche la tête, qui est là genre ouais, c'était vraiment quelqu'un de super ce Arnaud. Et tout le monde qui pense à toi et tout cet amour qui est amené vers toi, et ben il n'y a aucun moment dans ta vie où tu arriveras à générer autant d'amour pour toi que si tu te suicides. Autant de cet amour, de cet amour, c'est pas forcément un bon mot, d'attention en fait. Et du coup, bah, cette pensée, elle peut m'apparaître ultra apaisante et vraiment me donner, elle me fait envie, tu vois. Autant qu'à d'autres moments, et ben la même idée, elle m'attire pas. Et en fait, ce que tout ça, ça fait, c'est que ça fait me rendre compte qu'en fonction de mon état, je vais avoir plus ou moins envie de me suicider. Mais c'est pas par rapport à ma position de Léonard sur le suicide, c'est je vais être dans des états qui vont me pousser vers le suicide. Et du coup, bah ça c'est flippant. Mais c'est pas vraiment moi, tu vois. C'est mon état. Et c'est aussi ça qui me permet de le mettre à distance. Bah justement, le problème c'est que t'es coincé dans ta dépression et du coup, bah y a pas du tout cette idée il y a tous ces trucs chouettes que je fais. Après, ça a été justement un truc une punchline qui m'a sorti d'un moment où je m'étais dit genre, ok, bah maintenant le but de ta vie, ça va être de réussir à créer un lien plus fort avec les gens que ce que tu pourrais faire en te suicidant. Tu dis quand t'es en dépression, tu dis, si, il y en a des milliards, il y a des milliards de trucs. Moi, le truc auquel je suis pas confronté, c'est les crises d'angoisse, mais au- là où j'étais, tout le monde en avait, enfin, c'est un truc qui existe beaucoup et qui il me semble assez proche je crois que c'est assez corrélé avec les personnes qui font de la dépression, mais peut-être que je dis une bêtise. En tout cas, pour ce genre de truc, tu vois, il y a des centaines de techniques, mais ouais, je pense que la question de comment faire pour quand t'es dans cet état-là, bah, c'était l'objet de ce de ce bouquin. Mais je pense que la solution que tu trouves, elle a forcément après des problèmes. Genre justement, bon, ma solution c'était, avant que je sache que j'ai cette maladie, tu vois, la sensation quand j'étais dans ces états, c'était genre, en fait c'est parce que tu fais pas assez d'efforts. Si tu maintenant vas bosser sur des trucs, et après t'es fier de toi, et ben tu t'en sors. Et effectivement, ça marche à chaque fois. Donc c'est une solution. Mais maintenant j'essaye de trouver des solutions qui sont moins violentes. Par exemple, si elle me dit genre, ok, si t'es dans cette... Elle m'a donné une super belle image pour quand je suis dans cet état. Parce que le souci, c'est que c'est handicapant aussi, tu vois. Imagine, t'es dans cet état et le lendemain, t'as un examen où tu dois aller bosser, t'es dans cet état. Enfin, c'est vraiment handicapant, tu vois. Et, euh, et ma psy, elle m'a donné cette image. Elle m'a dit, ok, en fait, tout le monde, quand il vit sur son chemin de vie et tout, on prend une métaphore, en fait, tout le monde est dans une voiture et avance sur différents chemins. Et t'es dans ta voiture, et des fois, t'es sur l'autoroute, c'est tranquille. Des fois, genre, t'es sur des petites routes de montagne, faut que tu fasses gaffe. C'est genre la période d'examen où faut que tu fasses attention à tout. Des fois, t'es genre une route hyper cabossée, puis c'est un moment dur qui fait mal. Et tout le monde a ça. Maintenant, la différence que t'as toi, Léonard, c'est que t'as une maladie qui fait que ta voiture, elle-même, elle va changer au cours de route. Tout d'un coup, t'es en train de conduire une Lamborghini, et tout d'un coup, t'es en train de conduire une vieille voiture de merde qui avance pas. Et du coup, bah, c'est le moment où t'as une vieille voiture de merde, c'est le moment où t'es dans ta dépression. Et du coup, t'es sur l'autoroute, mais t'es dans une vieille voiture de merde.
Du coup, bah, en fait, il faut que tu adaptes la route sur laquelle tu es en fonction de ta voiture aussi. Et que tu adaptes ta conduite. Tu peux pas te permettre de juste te dire, bah, je suis sur l'autoroute, je vais vite. Il faut que tu regardes dans quel état est ta voiture et que tu joues aussi en fonction de ça. Et du coup, ce que ça me fait me dire comme conséquence, c'est que quand je suis dans ces états-là, il faut que j'enlève des trucs à faire de ma journée et que je puisse me permettre d'avoir du temps où je suis dans mon lit. Non, c'est pas de moi, hein, c'est de Bip. la plus forte de toutes les psys. Bah en fait, c'est l'histoire, elle est un peu plus longue que ça parce qu'en fait, quand j'étais ado et que je fumais trop d'énormes pétards, mes parents ils m'avaient demandé d'aller voir un psy qui s'occupe de ça spécialement, un psy pour ça. Et puis ouais, pour les ados qui fument trop de pétards. Et un bon type d'ailleurs, chauve. Et un bon gars, si ça me ferait plaisir de le recroiser parce qu'il était super. Et puis bah pour en fait le système qu'il y a dans les ça c'est intéressant aussi à savoir en général pour les gens savent pas ça. Tout le monde a le droit d'aller voir un psy, tu vois. Mais si tu vois un psychiatre, donc quelqu'un qui a fait les écoles de médecine, une école de médecine, qui a un diplôme de médecin, en plus de son diplôme de psychologie, donc quelqu'un qui a le droit de te donner des médicaments, etc. Et ben, si c'est lui qui te dit d'aller chez un psy, comme il t'aurait donné un médicament, et ben à ce moment-là, c'est remboursé par ton assurance maladie. Si c'est juste parce que tu as envie d'aller voir un psy, parce que tu as l'impression que ça peut t'aider, et ben tu payes. Mais si c'est un psychiatre qui considère que tu dois voir un psy, et ben voilà. Après, dans la réalité, ça se fait pas mal que dans des cabinets de psy, puisqu'ils ont 1000 fois plus de clients si c'est pas eux qui payent, et ben il y a ce truc où tu vas voir ton psy et puis tu dois simplement aller voir le psychiatre du cabinet pour qu'il te permette qu'il te donne un bon de délégation pour que tu ailles voir tes psychologues. Et donc, quand j'avais ouais, mes 14-15 ans, et ben j'étais du coup chez ce gars et puis j'ai dû aller faire une séance avec la psychiatre du cabinet. Et puis, c'était vraiment je l'avais détestée parce que elle m'avait parlé 5 minutes, quoi, enfin genre 1 heure, quoi. Et à la fin, elle m'a dit, ouais, bah je pense que vous souffrez de troubles bipolaires. Puis moi, j'étais là, genre, mais attends, mais tu m'as vu 1 heure, quoi. D'où tu te permets de mettre une étiquette comme ça? Ça m'avait foutu en colère de ouf. Puis je lui avais répondu, mais genre, je suis votre combienième patient? Puis elle était là, bah, puis je dis, dans votre vie, quoi, je suis la combienième personne que vous voyez? Puis elle était là, bah, je sais pas, environ 1000. Puis j'étais là, bah voilà, en fait, la meuf, elle est là, elle a des tiroirs, et puis elle fait plus la distinction entre les personnes. Ça m'avait saoulé, en fait. Mais du coup, il y avait déjà eu ce mot qui m'était rentré un peu dans la caboche. Et après, quand j'étais hospitalisé, il y avait différents diagnostics, en fait, parce qu'il y a plusieurs maladies qui sont proches. Tu vois, genre, les phases où tu es en manie, c'est ultra proche de l'hyperactivité. Du coup, c'est possible que tu sois juste hyperactif. Ou alors, c'est possible que tu souffres d'un trouble borderline. Et c'est des différentes maladies qui ont les mêmes symptômes, mais qui malheureusement se soignent avec des médicaments complètement différents. Et donc, c'est important pour eux de pouvoir faire la distinction entre les différentes maladies qui ont les mêmes symptômes. Mais ça, je le savais pas à l'époque, et j'étais juste là-bas, et je suis arrivé à l'hôpital, et en fait, je me soupçonnais d'avoir plein d'autres maladies. Je me demandais si j'étais sociopathe, je me demandais si j'étais schizophrène, je me demandais, enfin, tout plein de questions. Et du coup, bah, j'ai demandé, en fait, je veux un diagnostic, et j'ai vraiment insisté là-dessus. Et c'est pour ça qu'ils m'ont dit, ok, bah, si vous voulez, on vous envoie chez les spécialistes des troubles de l'humeur. Parce que, voilà. Et du coup, bah, j'étais chez eux, et puis ça a duré plusieurs rendez-vous. T'as d'abord t'as un premier rendez-vous avec un médecin, et ça dure toute une après-midi. Et il prend des notes et il te pose 1000 questions sur ta life. Et du coup, bah là, par exemple, ce qui l'intéressait, c'était le fait que j'ai des antécédents familiaux, où j'ai un grand-père qui était bipolaire. Et le fait que j'ai adoré fumer de la weed pendant toute ma vie. D'autres trucs comme ça qui l'ont intéressé. Ensuite, t'as un autre moment avec un infirmier ou une infirmière. Et là, c'est des questionnaires, en fait. Parce qu'il existe des questionnaires sur
Genre, est-ce que tu te sens comme ça des fois? Est-ce que t'as ça? Est-ce que t'as déjà fait ci? Etc. Et des questions très très précises. Et après, eux, ils combinent les deux, le questionnaire et les notes du gars. Et puis, t'as une troisième après-midi où tu y vas, et puis t'es avec les deux, et puis vous discutez, et puis là, ils te donnent le diagnostic. Bah, c'était une plus grosse claque dans la gueule que ce que je pensais. Parce que c'est moi qui avais cherché le truc, je voulais avoir une réponse là-dessus. Et au final, ça m'a fait du mal, quoi. Le truc qui était le plus douloureux, c'était le fait que ce soit pour toujours. Le fait que, genre, en fait, tu vas pas arrêter d'avoir ça. Bah, j'ai l'impression que c'est comme tu vois, c'est comme si on dit, tu vas avoir un enfant. Il y a un côté un peu rassurant, effectivement, dans le fait que, je sais pas, déjà, non, mais c'est pas exactement ce que tu dis, mais le fait que ce soit une maladie qui est connue, tu vois, et que on sait comment pas la guérir, mais comment la soigner, enfin, comment vivre avec, tu vois, il y a plein de gens qui ont déjà fait ça. Les médicaments, ils sont genre, ils sont au taquet, on sait ce que c'est les médicaments qu'il faut. Et, et du coup, c'est une maladie mentale facile, je trouve, à ce niveau-là. Parce qu'on a une connaissance, parce que. Puis je sais pas, j'ai l'impression que c'est finalement pas trop lourd ce qui m'arrive par rapport à ce que je voyais à l'hôpital psychiatrique d'autres personnes de mon âge qui avaient. Non, parce que moi j'ai demandé à aller là-bas, et du coup j'étais content d'y être. Et au contraire, ça me faisait peur d'en sortir. Ouais, 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 parce que c'est un environnement qui est super. Au bout d'un moment, c'est un espèce de cocon, tu vois. Et, et tu vois, c'est de voir. Je sais pas, d'être confronté à l'imprévu, tout ça. Ça me faisait peur de sortir, je sais plus exactement pourquoi. Mais je me rappelle de vraiment quand il m'a dit, le directeur, bon écoutez, on va gentiment mettre en place votre sortie. Genre pour dans 3 semaines, un mois, quoi. Genre, vraiment, j'ai eu de la panique, quoi. Ouais, bah j'avais déjà fait un peu des sorties avant, qui s'étaient d'ailleurs super mal passées. Petit à petit, t'as le droit de sortir d'aller faire une nuit. Dans mon cas, on avait été dormir à l'hôtel avec Mago. Mais en fait, les sorties se sont très mal passées, en fait. Typiquement, bon, enfin, c'est des fragilités intérieures qui se retrouvent à se faire rentrer dedans par des facteurs externes, tu vois, genre, on avait prévu d'aller à l'hôtel, et du coup, Bip. elle m'avait montré des photos de l'hôtel où on allait et tout. Et puis, en fait, genre, il y avait eu un bug, et en fait, c'était pas le bon hôtel. En fait, on allait aller à l'hôtel d'à côté. Et on entre dans l'hôtel d'à côté, et je trouvais que ça sentait mauvais dans l'hôtel. Et un petit peu plus tôt, il y avait ma soeur qui avait fait une blague sur les hôtels, comme quoi c'est de la merde d'aller dans les hôtels. Et j'ai reconnu la blague de ma soeur, et puis elle avait critiqué, genre, ouais, un hôtel, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il vaut mieux ne pas y aller, tu vois. Et j'avais vu les différents trucs dans cet hôtel, dans lequel c'était pas prévu qu'on aille, mais on allait devoir aller dans celui-là, et ça sentait mauvais. Et tout d'un coup, j'ai eu besoin de sortir du truc, et je suis sorti et je me suis mis à chialer, tu vois. Et du coup, ma pauvre. Bah, au truc déjà qui se passait pas comme prévu, alors que jusqu'ici, mon quotidien, c'était ultra quadrillé, tu vois. Le truc se passe pas comme prévu, et puis en fait, ça va. Et, et, et en fait, c'est tellement des trucs irrationnels que c'est dur de les ressortir. Mais genre, le fait qu'en fait, ça allait. Oui, ça allait pas se passer bien en fait. Enfin, tout d'un coup, c'était. Et du coup, bah voilà, j'ai perdu tous mes moyens. Puis t'imagines pour les autres qui côtoient ça, tu vois, t'es là, genre, bon, viens, on va dormir à l'hôtel. Ah, finalement, c'est un autre hôtel, puis le gars, il se met à chialer, tu vois. Donc, c'est pas, c'est pas méga drôle. Mais elle réagissait trop bien à tous ces trucs. Elle était super calme, c'était une maman, tu vois. Elle disait, bah, tranquille, on va voir. Et puis finalement, on a réussi à aller il me semble, encore celui d'à côté. Pas celui qui était prévu à la base, mais un qui sentait pas mauvais. Et puis, et puis tout d'un coup, on était là, ah, machin, trop bien, on va teaser un peu. Et tout d'un coup, j'ai bu genre 2 gorgées. Et ça a trop pas passé. Je me suis retrouvé par terre, j'arrivais plus à bouger. Et puis elle commençait un peu à paniquer et tout. Puis c'était un moment horrible, tu vois. Et bah, j'avais demandé, il m'avait dit genre, bah, c'est pas interdit, mais voilà quoi, c'est pas idéal. Et ouais, ça m'avait mis KO. Et ce truc, ouais, j'arrivais plus à bouger. Et puis, enfin, ouais, c'était un enfer en fait, toute cette sortie. Et après, le lendemain, je devais retourner là-bas.
Et genre, on s'est réveillé trop tard, donc j'ai pas pu partir avec Bip. de l'hôtel. J'ai dû courir à l'arrêt de bus. Je suis arrivé en courant à l'arrêt de bus. Le bus, il part sous mon nez, qui me ramène là-bas. Du coup, j'étais là. Oh, je suis complètement perdu. J'ai pas mon téléphone. Comment je vais faire? Je me remets à pleurer horriblement. Je retourne vers l'hôtel. Et puis, heureusement, Bip. elle sortait de l'hôtel à ce moment-là. On a pu se croiser. Sinon, je l'aurais pas vu. Puis, tu vois, elle prend les choses trop calmement. Elle me remet dans le bus. Elle m'accompagne à l'hôpital. Mais, euh, mais ouais, c'est des états en fait où tu peux pas être autonome. Et ouais. Ouais, c'était chiant comme genre de moment. Pas tant que ça, parce que j'avais essayé de prendre un peu les trucs qui m'aidaient à l'hôpital et de les appliquer chez moi, je crois. Donc c'était assez tranquille. La transition, elle s'est fait assez tranquille, quoi. J'avais un rythme plus lent, ouais. Puis c'était toute une période où j'étais en dépression, donc de toute façon, j'aurais pas été capable de faire plus. Mais je pense que je l'ai pas tellement redécouvert avant un petit moment. Parce que après, il y a eu la rentrée de l'Uni. Tout de suite, il y a eu le virus. Je suis retourné chez mes parents pour le confinement. Et au final, je l'ai retrouvé cet été. Et puis c'est cet été que j'ai eu ces trucs dont je te parlais avant, où tout d'un coup, j'arrivais plus à dormir. Où je suis reparti en manie. Plutôt dans une phase calme slash down. J'ai... Ouais, plutôt négatif. Je suis plutôt dans une phase où je vais ok, tu vois, je suis hyper fonctionnel. Mais je vais souvent avoir des... Cet après-midi, de toute façon, par exemple, tout d'un coup, j'avais un moment où tout d'un coup, j'avais l'impression que je vais pas être capable de voir des gens ce week-end. Et pourtant, j'ai une répète, j'ai... Là, je me sens comme ça aussi. Je dois avoir... Demain soir, il y a une soirée vieille, enfin, avec plein de vieilles personnes avec qui, genre, il faut que j'ai le sentiment qu'il faut que j'ai un certain rôle parce qu'ils me voyaient d'une certaine façon. Et puis, genre, j'ai envie d'y rendre honneur. Et du coup, ça va être du relax, tu vois. Il faut que Puis il faut que je trouve un endroit où je dors samedi soir. Et il faut que je et puis il faut que je sois en interaction avec plein de monde. Et en fait, je m'en sens pas capable. Là, j'ai envie de dire je suis désolé à tout le monde, mais là, je me sens pas capable et de rester ici et puis de lire et de passer le week-end tranquille. J'ai très très envie de faire ça. Moi, je le mettrais quand même en lien avec cette image de la voiture. Et du coup, ça ferait un truc où bah là, la voiture, elle est lente. Et du coup, bah, je me mets sur le bord de la route, tu vois. Mais peut-être que ça le ferait agrandir. Mais il y a aussi un truc où moi, j'ai l'impression que je sais pas, après, c'est ma vision quasi spirituelle de cette maladie où en fait, il faut que tu passes par les deux. Tu peux pas repousser les downs. Genre, il faut que tu te prennes le temps de les avoir aussi. Et on avait eu une séance une fois avec ma psy où on est allé dans cette direction chelou où en fait les dépressions c'est juste des moments où t'enlèves la pression et c'est pas forcément quelque chose de négatif et c'est que si tu te reposes pas assez que ça te prend dans la gueule. Et si tu te prends le temps d'avoir ces moments seuls où tu bouquines pendant un week-end dans ton lit, si t'arrives à te prendre ces moments, et bah t'as plus besoin des moments de dépression pour qui te forcent en fait à être dans cet état. Et ça serait à tester, il faudrait que j'essaye. Est-ce que si je me mets en place suffisamment de moments calmes, est-ce que j'ai plus besoin de faire mes dépressions? Moi, je préfère les moments où ça va plus vite, mais il y a aussi un côté où j'ai moins peur de mes dépressions parce que, hormis l'aspect suicide, je vais pas faire du mal aux gens. Alors que dans les manies, eh ben, je suis capable, tu vois. Et du coup, il y a un côté genre, bah, les dépressions, elles concernent que moi. Mais chez moi, à Fribourg. Et c'est un endroit que j'aime tellement. Enfin, je me sens tellement bien ici. Genre, si tu me demandes où être en dépression, je te dirais ici. Et si tu me demandes où être en état maniaque, je te dirais ici. Parce que c'est là où j'ai tout. Tu vois, j'ai tout. Ouais, clairement. Parce que ma manie, j'aurais envie de la mettre dans de l'art. Ici, j'ai des feuilles de papier, des trucs, tu vois. Et dépression, j'aurais envie de rester là, de manger des trucs. Je fais pas mal de boulimie aussi. Et regarder des films. Et genre, bah ouais, j'ai des centaines de films ici à voir. J'ai des bouquins. Enfin, je serais trop bien ici pour ce week-end.
Bah, c'est des lieux, en fait, c'est marrant. Je réalise que du coup, c'est des lieux où pour les deux, ça convient bien. Ça serait genre chez Bip, Victor, tu vois. Chez bip. Victor, je me sentirais bien dans les deux. Ouais, ouais, mais les espaces extérieurs pour les dépressions, c'est pas ok parce que c'est. Il y a trop de sources d'agression. Mais moi, je suis pas très campagne, enfin, je suis pas très balade. Je suis pas très. Il faut que je me dise, va te faire une balade, Léonard, et que je me le dise plusieurs fois pour que j'aille le faire. Chez mes parents, je me sens moins légitime en fait qu'avant parce qu'ils ont beaucoup donné sur cet épisode-là où justement ils m'ont accompagné à l'hôpital. C'est eux qui m'ont découvert en fait sous cet état-là et qui m'ont mis l'alarme. C'est eux qui ont été me voir à l'hôpital, c'est eux qui m'ont accompagné pour ma sortie d'hôpital. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont assez donné, tu vois. J'ai l'impression que maintenant, il faudrait que je me trouve des gens dans mon entourage que je sais qu'ils seraient prêts à m'accompagner le jour où ça réarrive. Et puis que c'est vers eux que je vais me tourner. Mais j'ai plus envie de charger mes parents avec ça. Et j'ai des gens, tu vois, rien que ma soeur, par exemple, que je sais que c'est quelqu'un qui est vraiment là pour ses proches, enfin, qui a un côté très chou, très cool. Et des gens comme ça, tu vois, mais j'ai des amis, tu vois, des Bip, villes où je sais que si je l'appelle, des bip. Mathieu, des gens que j'ai envie que les prochaines fois que ça m'arrive, j'ai envie de me tourner vers eux si j'ai besoin d'aide. Je me souhaite dans l'avenir Je me souhaite pas d'avoir moins de ces phases. Je me souhaite de les avoir correctement. Genre c'est plutôt des trucs, par exemple cet été, quand j'ai eu cette phase maniaque qui est arrivée, l'enjeu c'était est-ce que je retourne à l'hôpital psychiatrique ou pas. Et c'était une vraie victoire de réussir à m'en sortir sans. Et c'était un combat, tu vois, parce que du coup, pendant quelques temps, j'ai arrêté de voir du monde. Je suis resté tout seul. Il y a un truc à l'hôpital qui s'appelle. Ils disent que c'est un lieu hypostimulant. Tu te rappelles ce que ça veut dire, hypo? C'est du grec. Ouais, tranquille. Hypo, c'est quoi? C'est en dessous. Et ben hypostimulant, c'est c'est des lieux où genre ils te mettent dans des salles et la salle elle est blanche et y a rien à faire, tu vois. Et, ils me mettaient là-dedans et je devais y être 3 heures par jour. C'est une cellule. Il y a une fenêtre, mais tu peux pas l'ouvrir. Enfin, tu peux pas sortir par la fenêtre, c'est une toute petite. 3 heures. C'était génial, c'était très dur au début. Parce que je le prenais vraiment comme. Tu vois, il y a des gens, ils faisaient ça contre leur gré, tu vois. On leur disait, vous allez faire 6 heures dans votre chambre, ils voulaient pas, donc on les enfermait et ils hurlaient et tout. C'était trop stylé, mon gars, ça mettait une ambiance géniale. C'était un film d'action, mon pote. Et puis tous les gens qui se rendent pas compte qu'ils sont à l'hôpital. Ça, c'était le pire, mon gars. C'était. Non, c'était. Faudrait faire. Mais en fait, on a une image vraiment fausse des hôpitaux psychiatriques. Parce que, genre là, je te donne des côtés terribles, mais c'est aussi trop sympa, quoi. T'es aussi. C'est un camp de vacances aussi. L'hôpital, si j'arrive à l'imager, t'as l'impression d'être avec des frères à toi, d'être dans le même camp que les patients, et que t'as des. T'as des infirmiers en fait qui sont plus cons que toi et qui te disent ce que tu dois faire. Et ils sont là, genre, allez-y, faites un cake à la banane, tu vois, dans l'atelier cuisine. Puis t'es là, ok, tu commences à faire ton truc. Puis ils sont là, genre, ah, si jamais, il faut un couteau. Et puis t'es là, bah, espèce de con, j'ai pas 8 ans. Ou bien ils font les activités vraiment en te prenant pour des teubés, tu vois. Mais t'es avec d'autres gens qui sont comme toi et qui sont avec toi contre eux. Donc il y a ça des fois. Et il y a ce côté contre. T'es contre les infirmiers. Et il y a certains infirmiers et certaines infirmières. Je pense à Bip, Sarah, la plus forte des infirmières. Ou encore à bip. Mathieu, ou bien même à. Ah, comment il s'appelait le padré. Il y en avait plein qui étaient trop cool en fait. Et la différence c'est juste, en fait, ils aiment, ils aiment les jeunes. Et eux ils sont avec toi en fait. Et, et tu fumes des clopes avec eux. Et tu discutes et tout, et ils te comprennent. Et ils sont en fait dans.
j'ai presque envie de dire qu'ils sont dans une espèce de certaine fascination pour nos maladies. Et ça fait qu'ils nous aiment, tu vois. Et eux, ils sont très très différents. Et ils sont vraiment trop cool. Et puis après, t'en as d'autres qui sont là, et puis qui sont là parce que c'est leur job, et puis qui sont complètement teubés, tu vois. Mais donc t'es là avec cette ambiance où il y en a certains qui sont avec toi, mais sinon ils sont contre toi. Et t'es entre jeunes. Vraiment, on était que des jeunes, 18-25 ans. Et t'as rien à foutre à part fumer des clopes. Par contre, t'as pas le droit de sortir du machin. Du coup, tu peux pas aller t'acheter des clopes. Donc c'est la guerre des clopes. Dès qu'il y en a un qui a un paquet, tout le monde est là, hey, t'as pas une clope, le paquet il part en 2 secondes. Et c'est l'enfer des clopes, c'est l'enfer des clopes. Il y a vraiment ce truc de fumer des clopes, c'est une vraie religion là-bas. Tu fais que fumer des clopes tout le temps, t'as rien à foutre. T'as rien à foutre. Et de temps en temps, y en a qui jouent au ping-pong, t'en as qui... Bah, y en a, mais c'est genre... tu vois, ils ont fait un emploi du temps qui est pas de 8 heures par jour, tu vois. Et puis c'est les... ouais, disons que je crois que c'est à 10 heures, ils enlèvent le petit-déj. Et du coup, sinon t'as faim, quoi. Mais ce que... Ouais, tu te réveilles, tu déjeunes. Ouais, t'as une salle commune avec une télé, il y en a qui regardent la télé, moi je regarde des DVD. Ouais, mais justement, dans Vol au-dessus de la ligne de coucou, genre... dans les moments sympas du film, ouais, dans les moments où ils sont en train de jouer aux cartes et tout, il y a cette ambiance. Il y a cette ambiance. Mais après, c'est des phases. Puis aussi, il y a tout le truc où n'importe quand il y a des nouveaux qui arrivent et n'importe quand il y a des gens qui partent. Et du coup, tout d'un coup, il y a une méga ambiance qui s'est créée. Et soudain, il y a 2 personnes qui partent. Et du coup, bah, le groupe il peut plus exister. Et il y a une période de creux où, genre, il y a plus d'ambiance. Mais je me rappelle que, genre, quand je suis parti, les derniers jours, il y avait vraiment un méga groupe. Parce qu'on était tous là depuis 2-3 mois. Et du coup, on se connaissait tous. On avait tous déjà discuté les uns avec les autres. Et genre le dernier soir, j'ai montré Astérix Mission Cléopâtre. Et j'avais le droit de sortir, j'ai été acheter plein de conneries à manger, des cochonneries. Et c'était une soirée entre potes en fait. C'était une vraie soirée entre potes. Et il y a des infirmiers qui sont posés avec nous et c'était des potes aussi. Genre, il y a des moments où t'as l'impression d'être dans un camp de vacances. Et tu vois, il y a un baby-foot. Enfin, genre. Et puis soudain, t'as des tentatives de suicide. Et d'un coup t'as quelqu'un qui s'enfuit, tout d'un coup t'as un nouveau qui arrive et il veut pas venir et il sait pas pourquoi il est là et il y a des sécu qui lui font des clés de bras pour le mettre dans sa chambre et il y a un peu tout qui peut vriller en 2 secondes, tu vois. Tout d'un coup on était je crois qu'il y a 21 places en tout max, puis nous on était un peu moins, je crois qu'au max on était 18, au minimum 12. C'est que ça fait quoi de s'ennuyer avec d'autres gens. Bah moi j'ai un côté moi je suis quand même je suis un très grand solitaire romantique en fait. Non, mais moi j'ai mon truc où j'aime bien. Où je vais vite faire mes projets. De mon côté, tu vois, j'avais quand même des projets que je pensais qu'il fallait que je fasse, tu vois. Je voulais réaliser un fan clip de 12 Kawa. Et du coup, je faisais. Ouais, du coup, je faisais des storyboards. Et j'avais un sac rempli de projets. Parce que le but de mon hospitalisation, c'était de me faire descendre de ma manie, tu vois. Et du coup, bah, au début, j'étais encore trop chaud. Et genre. Du coup, j'étais, il faut que je fasse ce projet. Puis je passais une journée complète à faire un projet. Et après un autre, etc. Puis petit à petit, ça s'est calmé. Et à la fin, j'avais un sac avec des projets pas terminés. Puis je l'ai encore. Non, 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 parce que. Non, non, malheureusement pas. Parce que justement, j'avais mon projet de fan clip. Non, par contre, ce qui était cool, c'est que j'ai pu faire ça par rapport aux responsabilités de l'Uni. À... Donc, c'était des projets que je venais de commencer. Donc, j'avais quand même cette sensation de coupure. Mais j'ai pas pu dire un nom complet à l'activité. Mais j'aimerais bien une fois. Bah, moi, je me rends compte que dans ma vie, justement, parce que quand je dois expliquer ce que j'ai fait depuis la fin de ma scolarité obligatoire, première année, j'ai fait mon service civil. Ensuite, je suis rentré tout de suite en théologie. J'ai pu faire un truc où, vu que ça durait 13 mois, service civil, j'ai commencé pendant les vacances de la fin de ma scolarité et j'ai fini pendant les vacances d'après.
Et donc j'ai pu faire en un coup tout mon service. Après j'ai tout de suite commencé la théologie. Je fais 1 an, 2 ans. Après j'étais à l'hôpital psychiatrique. Et après j'ai fait ma 3e année. Et ensuite c'est la suite. Mais pour moi si, si. Parce que pour moi, et puis même c'est un peu plus long que ce que c'est dans la réalité. Dans la réalité ça a pris quelques mois. Et en vérité ça m'a retardé d'1 an. Puisque je refais ce que j'ai raté à l'uni. Et du coup il y a l'année 2019-2020. Scolairement c'était... je suis en train de découvrir que je suis bipolaire. Il y a un truc où ça me ferme des portes. Genre, moi j'y ai pas mal réfléchi par rapport au métier de comédien. Où je pense que c'est un métier sur lequel il faut que je fasse une croix. Parce que il y a trop ce truc il y a un moment donné où il faut que tu sois là, fiable. Genre le jour de ta représentation, si tout d'un coup t'es en dépression et que tu peux pas faire la présentation, c'est vraiment la merde. Et du coup, je peux pas me permettre de faire ça. Donc il faut que je renonce à être comédien. Ouais, je dois le dire à mon entourage professionnel. Par exemple, je donne des cours de cirque pour gagner des sous. Et c'était un truc très très dur en sortant d'hôpital, c'est que je sais pas du tout le dire à mon chef. Parce que j'avais peur qu'il se dise, attends, il bosse avec des enfants et tout. Je veux pas d'un bipolaire qui bosse avec des enfants. Et du coup, je lui ai vraiment pas osé lui dire. J'ai vraiment retardé à mort le truc. Et une fois, assez récemment, je lui ai dit. Et c'était génial. Il m'a fait, écoute, en fait, jusque-là, je te trouvais pas vraiment fiable. Parce que je voyais que tu venais pas, que tu arrivais dans des états bizarres et tout. Je savais pas si c'était parce que tu t'étais drogué et tout. Et en fait, j'ai bossé pendant quasiment 10 ans avec des jeunes qui font dans un hôpital psychiatrique. Et moi, je lui ai amené le truc genre, écoute, voilà, j'ai cette maladie, du coup, en fait, je vais pas être fiable pour venir. Des fois, je vais pas pouvoir venir, je te préviens à l'avance. Je te préviendrai à l'avance si ça arrive. Mais voilà, je vais pas pouvoir être fiable. Mais si t'es quand même d'accord, je suis vraiment motivé. Il m'a dit, non, en fait, pour moi, à partir du moment où tu m'as dit ça, maintenant, t'es fiable. J'étais là. Beau. C'était trop beau, c'était trop beau. Ouais, et puis même, par exemple, tu vois, là, on a une nouvelle coloc. Elle est arrivée avec sa mère. Et il me demandait... je sais plus quoi. Un truc un peu en relation avec ce que j'avais fait l'année passée. Et puis tout de suite j'ai dit, écoute, l'année passée j'étais à l'hôpital psychiatrique en fait parce que je suis bipolaire. Et sur le moment j'ai peur que les gens réagissent mal. Mais je me dis qu'en fait c'est malhonnête de pas le dire. Non, je me sens pas du tout honteux d'avoir cette maladie. En fait j'ai peur que les gens en aient peur. C'est surtout ça. C'est un peu comme tout le monde de la psychiatrie en général. On a des idées qui sont fausses. Et ouais, un bipolaire, on va avoir l'impression que c'est quelqu'un qui change très vite d'émotion et qui va tout d'un coup devenir trop triste ou devenir complètement fou. C'est pas complètement éloigné de la réalité, mais en fait, ça arrive pas en une seconde. Le gars, il le voit venir, il peut mettre en place un truc pour s'isoler pendant ces moments. Enfin, genre, c'est beaucoup moins hardcore que ça, quoi. Faut pas non plus le minimiser, hein, mais en fait, c'est viable, quoi. Mais depuis toujours, puis même, en fait, j'ai ce truc où j'aime bien m'exprimer et tout. Et je voyais que quand j'étais... Ça, c'était triste. Quand j'étais à l'hôpital, les gens de mon âge qui ont des pathologies, ils sont tellement seuls. C'est des gens que, genre, leurs potes, ils les ont abandonnés. Après, c'est peut-être eux aussi qui ont géré le truc en essayant de le cacher, ou je sais pas, mais... Genre, c'était vraiment violent de voir la solitude de ces gens de mon âge, tu vois. Pas tous, hein, mais quand même une chier. Et j'ai trouvé ça affreux. Et je me suis rendu compte que moi, j'allais pas avoir ça. Enfin, que dans mon entourage, c'était pas des gens qui allaient s'éloigner de moi à cause de ça. Et je m'étais dit, en fait, j'ai cette chance d'être mieux... d'avoir eu plus de chance qu'eux en termes de peut-être de capacité à parler de ça, de tout ça. Et je me suis dit, en fait, je vais faire une croisade, en fait. Je vais aller parler à fond de ça, dire à fond, en fait, que l'hôpital psychiatrique, c'est pas Shutter Island, c'est comme un hôpital où tu te pètes le bras, mais juste, genre, tu règles des trucs qui sont un peu plus invisibles. Et
je vais aller parler à tout le monde de ça et je vais essayer de autant que je peux de dire aux gens en fait c'est pas grave. Et du coup, bah, je suis trop content que tu m'aies proposé cette interview parce que c'est vraiment pile poil la direction que ce que je voulais. Mais dès le début, j'étais là, en fait, je vais en parler à fond et je vais limite d'une façon militante défendre la cause des fous. J'ai appris qu'il y avait beaucoup d'artistes qui avaient ça. Des Victor Hugo, Puis en fait, c'est aussi souvent... À l'époque, c'était pas encore clair ce que j'avais, si c'était de la bipolarité et tout, quand j'étais à l'hôpital. Et puis il y avait des trucs aussi autour du fait d'être très sensible aux autres et tout. Et il disait qu'en mettant ensemble le fait d'être très triste, le fait d'être très dynamique, enfin faire plein de trucs, et le fait d'être très sensible aux autres, et ben forcément ça te pousse à l'art en fait, t'as aucun autre choix. Bah elle monte en fait, c'est comme des ailes, tu vois. Genre ça s'ouvre quoi. Autant que dans les dépressions, c'est plutôt à l'arrière et c'est douloureux. Du coup, il faut que je me recroqueville. Bah en fait, je suis un surhomme si tu veux. Est-ce que t'as encore des questions? Moi, il faudrait que je prenne le train à 19h. Ça me fait partir à 19h moins quart. Ah non, en fait, je suis con. Je le prends à 19h20. Hyper tranquille. Du coup, on verrait le conducteur et le passager, et on comprend que c'est le passager qui parle. Hmm. Hmm. C'est une hyper bonne question. C'est une hyper bonne question. Le truc qui me fait marrer, c'est que, en fait, vu que le son du micro, il vient de là, et que toi, quand tu parles, c'est là, il y a aucun son de ta voix depuis le début, tu vois. Et du coup, ce qui est trop marrant, c'est les moments là où tout d'un coup j'ai dit genre, ah ouais, c'est une hyper bonne question. Et toi, tu vas être là genre, oh putain, qu'est-ce que j'ai dit à ce moment-là? Pourquoi pas dans les épaules de Léonard? Ou dans la poche de Léonard? Parce qu'à un moment, non, c'était pas. C'était avec toi que j'utilisais l'image de la poche? Ou j'ai ça dans ma poche toute ma vie? Ouais, mais ça serait cool que ça vienne au bout d'un moment, ouais. Que ce soit la clé tout d'un coup. Et t'es là, ah ok. Ah ouais, c'est une bonne idée. T'as un programme de montage audio pour faire des cuts tranquillement et tout? Ok. Trop cool. Et du coup, t'en as d'autres dans ta liste de questions? Ok. Bah, je vais faire pipi. Ça, tu la gardes, hein? Non, j'ai pas. Mais l'image que j'ai vraiment trouvée, c'est celle de ce truc de Bernard l'Ermite. Ça, c'est celle qui pour moi décrit le mieux l'état dans lequel moi je suis. Pour les phases maniaques, je crois pas que j'ai d'image malheureusement. À part l'image de la coke. Bah, quand t'es dans ce truc de Bernard l'Ermite, quand t'es dans ce truc de Bernard l'Ermite, la ville, c'est vraiment un puits à menaces, quoi. Il y en a partout. Et c'est insupportable. Pas dans le sens. Oh, c'est insupportable. Dans le sens, genre, tu peux pas rester en ville, quoi. Il faut que tu sortes de là, quoi. Et c'est le bruit, c'est tous les humains qui sont là, tu vois. C'est tout des menaces. C'est tout des, c'est tout des fourchettes. Autant que quand t'es high, et ben c'est tout des opportunités, des occasions, tu vois. Tu vas pouvoir aller discuter avec tout le monde, tu vas pouvoir grimper sur les toits, tu vas pouvoir. En fait, il y a tout qui est possible.
Et de l'autre côté, il y a tout qui est dangereux, mais pas dangereux dans le sens attention, c'est dangereux comme te le dirait ta mère, dans le sens genre tu te rends compte viscéralement que c'est un danger pour toi. Ouais, tu te caches, tu t'enfuis. Ouais, moi je m'enfuis, ouais. Moi dans la dépression, j'ai ce besoin d'être seul. J'ai ce besoin de. Et c'est un truc que j'ai pas mal vu autour de moi avec les personnes qui faisaient par exemple des crises d'angoisse, où c'est un truc où t'as envie de les aider et d'être là, genre viens, je te prends dans les bras et tout. Et il y a des gens en fait pour ce que tu peux faire de mieux pour les aider, c'est de leur permettre d'être seuls quoi. De... Il y avait cette meuf super coolasse à l'hôpital qui faisait pas mal de crises d'angoisse. Et elle, ce qu'elle faisait, c'est que. Enfin, tu voyais des scènes hyper nulles où elle était genre en boule comme ça, elle faisait sa crise. Et. Et t'as des infirmiers qui viennent et qui font ah, vous voulez qu'on vous donne un médicament et tout. Puis la personne est là, genre non, non, faut juste me laisser tout seul. Elle fait ah, mais moi je veux pas que vous restiez comme ça, il faut que. Puis en fait, l'infirmière elle a peur parce qu'elle a vu des trucs comme ça tourner en tentative de suicide. Et du coup, elle sait que si elle lui donne un médicament, ça s'arrête tout seul. Et puis voilà. Et donc, tu peux comprendre pourquoi elle est paniquée, la, la personne qui veut aider. Mais du coup, cette meuf, ce qu'elle faisait au bout d'un moment, c'est qu'il y a une espèce de petite barrière de merde qui fait la clôture autour du jardin de l'hôpital, dans l'unité où j'étais. Et en fait, la barrière, elle est suffisamment basse pour que tu puisses t'enfuir sans aucun problème. Et, euh, et je crois que c'est fait exprès pour nous donner l'impression que si on voulait partir, on le pourrait. Et ça nous déstresse. Et cette meuf, justement, bah, au bout d'un moment, quand elle sentait une crise d'angoisse arriver, elle se cassait, quoi. Elle sautait la barrière, elle allait se foutre dans le champ qui était à côté. Elle faisait sa crise, après elle revenait. Donc des fois, tu veux aider quelqu'un dans ce genre d'état, et en fait, ce que tu peux faire de mieux, c'est de le laisser gérer son truc. Après, c'est à chaque fois différent, et en vérité, ce que tu peux faire de mieux, c'est trouver le moyen de comprendre qu'est-ce qui ferait du bien à la personne. Mais pour dire que voilà, des fois, c'est ça. Tout le monde est méga sensible. C'est tous des gens qui sont sensibles. Ça, c'est une méga similitude. Abusée. Genre, ouais, c'est tous des personnes qui sont sensibles en général. Moi, par rapport à la sensibilité, je pense pas qu'il y ait réellement de moyens de vérifier qui l'est plus, qui l'est moins. Aussi parce qu'il me semble qu'il y a un système un peu où des gens qui vont vraiment être très 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 sensibles, genre enfants, ils vont très vite s'en prendre plein la tronche quand ils sont sensibles. Et du coup, ils vont tout de suite mettre en place des grosses barrières pour pas montrer leur sensibilité, pour se protéger. Et du coup, c'est des gens que t'as l'impression qu'ils le sont trop pas. Et ils le sont beaucoup plus que l'autre connard d'extraverti qui va être là, genre. Ah, Léonard qui va faire genre il pleure, tu vois. Alors qu'en fait, c'est un cœur de pierre face à cette personne qui reste de marbre. Enfin, je pense que cette question de la sensibilité, elle est vraiment. Mais en fait, c'est un peu ça le nœud. C'est que tu peux pas savoir ce que l'autre ressent à part ce qu'il te montre et ce qu'il t'explique. Moi, j'arrive assez bien à exprimer les trucs. Du coup, tu vas te dire genre waouh, c'est hardcore ce qu'il vit. Mais c'est peut-être juste parce que j'arrive mieux à l'exprimer et en fait, genre, je suis un des gars pour qui la tristesse c'est un des trucs les plus faciles. Et la plupart des gens, ils vivent ça d'une façon vraiment vraiment horrible et ils ont juste moins l'occasion de l'exprimer et on leur a moins appris à mettre des mots sur ce genre de truc. C'est mon école où j'étais, l'école Steiner. Bah, ils nous apprennent à l'être. Dans le sens que dès les premières classes, quand tu arrives en première classe, tu dois apprendre un poème et tu dois l'exprimer devant la classe. Et chaque année, tu as un poème à dire devant la classe. Et du coup, tu stresses de ouf, mais tu apprends très vite à être calme face à 20 personnes qui t'écoutent. Et puis après, tu dois faire ça avec des exposés à partir de tes 10 ans. Et on nous apprend vraiment ce truc de s'exprimer en fait. Ça fait partie des trucs qu'on apprend sans se rendre compte. Et du coup, bah, moi je pense que je l'ai de là. Après aussi le théâtre, il m'a aidé. Et après, il y a aussi le fait que je sois la réincarnation de. En fait, si tu veux, je suis la réincarnation de Jésus-Christ. Donc j'ai pas mal
Ouais, c'est vrai que avec les études, j'ai pu avoir la confirmation de ça. Un truc, ouais, excuse-moi. Je me disais ça. Tu vois, moi, je fais mes phases maniaques autour de l'art. C'est à chaque fois dans cette direction-là que ma folie, elle se dirige. Elle se met là-dedans, elle est attirée par ça. Et c'est aussi, du coup, ce qui lui permet de l'englober. Mais ça, c'est pas grâce à moi. C'est grâce à, tu vois, ma mère qui m'a foutu dans le théâtre. Enfin, genre, on m'a tout de suite soutenu dans l'écriture. On m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Et du coup, bah, genre, j'ai ce truc-là où mettre ma folie, tu vois. Mais quelqu'un qui va pas avoir ça, mais qui va avoir des grandes croyances autour de la réincarnation, et ben le moment où il va être dans le même état que moi, et ben il va pas se dire genre oh, je vais faire un énorme projet avec des natures mortes et ça va me prendre 1 an sur des peintures. Il va pas mettre sa folie là-dedans. Il va la mettre dans genre putain mais en fait je suis la réincarnation de Bouddha. Et ça va être la même impulsion qui va être mise dans une passoire différente en fait. Et c'est aussi pour ça que moi je m'en sors très bien. C'est parce que c'est parce que je- c'est parce que la passoire en fait elle est assez adaptée à la société, à mon environnement et tout ça. Et donc les folies que je fais, enfin, je- toi t'as deux trois contre-exemples, mais elles sont pas, elles sont, elles sont ok socialement. Et pour ça j'ai vraiment de la chance que les directions intuitives dans lesquelles je mets ma folie, ce soient des trucs qui sont pas trop barrés. Et et ça c'est aléatoire en fait. Il est pas d'accord. Toi t'as vécu de très près. Bah parce que tu savais pas quand tu me voyais. Toi tu le prenais comment en fait quand tu me voyais dans ces trucs, tu l'analysais comment? D'ailleurs, d'ailleurs du coup ça fait 1 an de plus maintenant. Bah oui, c'est très bien qu'on fasse le temps. Bah ouais, c'est trop tard pour être pressé quoi. Ouais, c'est cool. Ah ouais? Où ça? Oui, Victor, ouais, ah ouais, déjà un enfer. Bah j'étais nerveux, je prenais super mal les remarques sur le bouquin et tout. Mais moi, c'est un truc qui m'a aussi beaucoup poussé à accepter le diagnostic, je crois. C'est qu'en fait, ça me permettait de mettre un mot sur ces moments. Ça me permettait de me dire, en fait, ces moments où j'ai essayé de simuler une embrouille avec Arnaud, parce que je voulais que notre promotion elle tourne autour de la colère, et puis qu'on on soit filmé en train d'avoir une embrouille. Et du coup, en fait, si on fait une vraie grosse embrouille, les gens ils vont nous filmer parce que c'est comme ça que ça se fait sur internet. Et du coup, il suffit que j'embrouille Arnaud pour que le projet il soit génial. Ce moment-là, eh ben, moi je suis pas du tout ok avec ça. Ça me dégoûte un gars qui pense des trucs comme ça. Et en fait, le fait d'avoir ce diagnostic, ça me permet de me dire, eh mais en fait tranquille, c'était pas toi. C'était ta maladie qui t'a fait faire ça. Mais toi, tu fais pas ça, t'inquiète pas. Et pareil pour les autres trucs que j'ai fait dans ces moments, tu vois, quand j'ai mis à sac la maison où pendant 16 heures, et ben, je voulais juste ranger la maison. Et en fait, j'étais en train de la saccager, tu vois. Parce que non-stop, j'avais des idées de oh putain, si on met ça là, et ben, en passant devant, on pourra faire un plan ou machin et tout. Et tous ces trucs, moi, je suis pas du tout ok avec. Mais de me dire, en fait, c'était un épisode maniaque, et ben, quelque part, ça me déresponsabilise de ça. Et ça me rassure. Et du coup, ça me fait du bien. Ouais, je pense que j'arriverai à les repérer parce que j'ai ces trois critères. Quand je sens que je commence à être high, et je me dis, attends, est-ce que là je mets en danger ma vie sociale? Oui. Ok, donc tu te calmes. Et ouais, 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 je pourrais le faire sans manie aussi. Mais mine de rien, pour revenir sur ce que j'ai dit, comme quoi je vais les repérer, j'en parlais avec mon psychiatre. Il m'a dit que c'était faux, que je n'allais pas les repérer. Que si je suis en état maniaque, je peux pas me rendre compte que je suis en état maniaque. Mais là, j'ai l'impression d'être trop choqué par ce qui s'est passé et du coup d'être très très attentif. Mais c'est possible que le temps il passe un petit peu, qu'il n'y ait pas d'événement
Et ça, tu vois, il me reste encore facile 50 ans à vivre avec la maladie dans ma poche. Du coup, probablement qu'il va se repasser des trucs de merde. Ouais, je dois accepter ça, mais j'ai aucune envie, tu vois. Et c'est ça qui me donne la motivation de rester au taquet, puis d'être vraiment attentif à prendre bien mes médocs et, et de faire confiance à mon psychiatre et tout ça, tu vois. C'est vraiment cette peur-là qui me pousse à être un bon malade qui prend bien son traitement. Et quelque part, heureusement que ça a été aussi hardcore, parce que du coup, ça me permet de faire vraiment gaffe. Parce que c'était hardcore, mais d'une façon où, mine de rien, au final, j'ai blessé personne physiquement. Genre, la casse, elle est limitée, tu vois. Elle est raisonnable. Et je pense que au final, peut-être tout va pour le mieux. Ça m'a permis de bien me donner un coup de pied au cul sans faire démesurément des troubles. Est-ce que t'es d'accord avec moi là-dessus ou bah j'ai la chance d'être pote avec des gens qui sont ouf, tu vois, et et qui ont tout de suite compris, qui m'ont tout de suite, tu vois, qui sont venus me voir à l'hôpital, qui m'ont écrit des lettres, qui qui étaient avec moi. Et je sais pas dans quelle mesure, mais certainement que ça m'a aidé aussi, tu vois. Et parce qu'il y a aussi un truc justement où je crois qu'il y a un lien qu'il y a quand même entre ma maladie et mon entourage. C'est le fait que c'est avec ma maladie que je vais blesser mon entourage. Justement, genre, ne serait-ce que cet été, justement, j'étais là, genre, putain, je vais peut-être devoir aller à l'hôpital. Et je me disais, putain, mais mon entourage, il va être triste d'apprendre ça. Genre, hey, tu savais, Léonard, il est retourné à l'hôpital psychiatrique. Genre, oh putain, fais chier, dommage, quoi. Non, non, je le suppose. C'est l'image que je me fais. Et cette image-là, elle me rendait triste. Mais, mais du coup, ouais, je pense que c'est une maladie aussi, du fait que c'est une maladie avec laquelle aussi je vais pouvoir me faire du mal. Et du coup, bah, si c'est mon entourage, et bah, ça va les rendre tristes. Tu vois, des coups comme le suicide ou ce genre de délire. Et du coup, c'est une maladie qui va blesser mon entourage. C'est pas une maladie juste pour moi. Tu te casses le bras, c'est chiant pour toi, limite c'est chiant pour les gens qui doivent t'aider à te donner à manger. Et avec cette maladie-là, c'est pas seulement ça, je crois. J'ai l'impression qu'il y a plus. J'ai jamais réfléchi, je saurais pas exactement comment défendre cette thèse, mais ouais, j'ai l'impression avec ma maladie, je peux blesser mon entourage. Bah, clairement dans les phases maniaques avec mon attitude, puis aussi à cause de leur empathie dans mes phases dépressives, tu vois. Est-ce que cette réponse vous convient? Bah, un de ces quatre. C'est vrai, clairement. Le problème, c'est que je dois taffer comme un. Je sais pas si tu vois ce que c'est, un gros porc. Je dois taffer comme ça. Ouais, moi j'ai l'impression aussi que c'est cool. Enfin, j'ai pas envie de t'orienter et de te dire genre, il me semble que celui-là et celui-là c'était des moments importants. Mais je vois deux trois moments dont on a parlé et dont je suis content qu'on ait parlé. J'ai l'impression qu'on en a bien parlé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bah, merci pour ton intérêt et ta tendresse toujours si présente. Je pourrais te la faire payer maintenant. Je pourrais avoir le fichier, puis dire bah c'est 30 balles. Ou bien de tête, t'essaies de les refaire de tête. Waouh. Bah oui, parce que moi je vais parler à personne de ce projet avant qu'il sorte. Ouais, ouais. Après, quand il sort, je ferai une méga promo, mais d'ici là, j'en parle à personne. Ça, c'est un secret. Ouais, il faut que je me casse.
Merci à toi Arnaud, c'était super. J'espère te revoir un jour. Mais ouais, des milliards de Skype. Trop bien. Non, de Bezos. Ça roule. Ok. Énorme love. Merci mec.